Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Olivier Droitbois, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler France, département, région, c'est évident puisqu'on vous appelle Monsieur Département. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs. Vous avez une carrière qui est riche, qui est encore en mouvement. Donc je vous laisse prendre la parole. Merci. Écoutez, j'ai commencé en fait dans le privé. J'ai vendu des tableaux, notamment aux États-Unis, pendant un certain temps. Et puis ensuite, j'ai travaillé à IBM, j'ai été faire un tour du monde en routard. Et en rentrant, je suis rentré, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme, puisque je connaissais un peu, puisque j'avais traîné. Et puis petit à petit, ça m'a amené dans les collectivités territoriales. Et je suis donc, en matière de collectivité territoriale, j'ai été en agglomération, en région et en département. Et j'ai été directeur général des services de plusieurs départements, les derniers étant la Saône-et-Loire, puis le Loir-et-Cher. J'ai quitté en même temps que mon président, qui s'appelait Maurice Leroy. Et à la suite de ça, j'ai été amené à faire un certain nombre de choses. Notamment on a écrit un livre qui s'appelle « Les départements pour les nuls », qui a eu un grand succès, non pas parce qu'on était excellent, mais parce qu'on l'a sorti juste avant les élections et que les départements les ont achetés en nombre, ce qui a surpris l'éditeur, parce qu'on a fait la meilleure vente dans la collection Les Nuls, et évidemment, il ne s'attendait pas à ce qu'un sujet comme ça soit porteur. Et puis, on s'est rendu compte que ça intéressait du monde et ça nous a amené à créer, il y a 2 ans et demi, le Journal des départements. Et comme nous, parallèlement, nous organisons pas mal d'événements, il est vrai que Monsieur Département, c'est le nom que l'on me donne très souvent. Oui. Alors, justement, donc, le Journal des départements fonctionne bien. J'ai pu lire qu'il s'adresse à 400 000 élus à travers la France. Je me demandais comment ça tenait, parce que c'est un gratuit, c'est un magazine qui est gratuit. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas 400 000 élus, hein, il y a 5 000 élus et il y a 400 000 administratifs. Oui, 400 000. Oui. Donc, c'est un peu plus de 400 000 personnes. Votre cible, voilà. Notre cible. Effectivement, on a fait le choix que ce soit un gratuit. Bah oui, parce que je l'ai dans les mains, évident. Il faut l'imprimer, ça coûte cher, le papier, tout ça. Absolument. Alors, on a 6 000 exemplaires papier et 97 000 exemplaires numériques chaque mois. Et ça fonctionne comment, évidemment? Il y a une logique économique. Nous proposons à un département chaque mois de consacrer un dossier spécial à ce département de 7-8 pages et le président est en couverture, comme vous le voyez dessus. Et puis, nous avons un certain nombre d'entreprises qui souhaitent parler au département. Notre intérêt pour eux, c'est qu'on est très ciblé et que s'ils s'adressent à d'autres types de journaux, il va y avoir pas mal de déperditions. Si vous voulez faire des travaux dans un collège, c'est quand même pratique de s'adresser au journal des départements, quand on sait que ça les concerne directement. Ça devient une tribune publique où on vient se parler. Alors ça, oui, mais ça, ce que j'évoquais, c'était sur l'aspect plus financier, puisque les gens payent pour ça. Hein. Mais effectivement, ensuite, on a une tribune publique sur les différents thèmes qui sont les compétences des départements. Ok. Alors, Monsieur Département, pourquoi on ne vous appelle pas Monsieur Région? La question est bête, hein, peut-être, mais bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans une région. J'ai trouvé ça très intéressant. On dit souvent mais. On dit souvent mais, oui. Très intéressant parce qu'une réflexion stratégique, parce qu'il y a un peu de distance. Et on n'est pas dans le quotidien comme on se retrouve dans le quotidien vraiment dans des communes et aussi dans les départements. Mais justement, un éloignement incontestable, le fait qu'on ne sent pas les choses directement. Je vous racontais il y a quelques années, j'étais avec mon président, on est allé sur le marché, parce qu'il était spécial, il aimait terriblement les gens. Et on va sur un marché, il n'avait pas besoin d'y aller parce que ce n'était même pas un coin où il était élu.
Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui le prend par la manche et qui lui dit « Et toi, tu fais quoi pour mon fils ?» Tu le vois, là, il est au chômage, il est handicapé, tu fais quoi? Tout d'un coup, on sent que la réalité politique, c'est autre chose, seulement des discours, que c'est quelque chose de proche, qu'il faut pouvoir répondre à la demande. Et les élus départementaux, ils sont sur le terrain, ils sont connus, ils sont identifiés. Si je vous posais la question en disant, en Seine-et-Marne, vous pouvez me donner des élus départementaux, et si je vous demandais quels sont les élus régionaux dans votre département? Plus compliqué. Je suis sûr que vous pourrez en sortir 2, mais guère plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça veut dire que les élus régionaux, ils ne sont pas réellement ancrés sur le terrain. Et ça, c'est passionnant d'avoir des gens qui sont de leur territoire, représentent leur territoire et sont en contact au quotidien avec les habitants. D'où, effectivement, un souhait de m'intéresser plus au département qu'aux régions, surtout avec les grandes régions, je crois qu'on en parlera après, mais surtout avec les grandes régions XXL que j'appelle, qui sont devenues compliquées à vivre. J'étais avec la présidente du département de la Creuse et qui m'expliquait ce que c'était que pour elle de rejoindre la capitale régionale. Et à Vienne, on était dans la Vienne pour les Dédor la semaine dernière. Il m'explique qu'ils sont obligés d'aller à Bordeaux, ce que ça représente comme trajet pour aller à Bordeaux pour une réunion qui va durer 1h15. Surtout que les départements étaient taillés pour des raisons, il me semble, de déplacement. Oui, c'est une vraie histoire. On a dit ça, on a dit ça. À cheval, mais c'est vrai, c'est ce qu'on racontait, le déplacement à cheval, d'aller à la préfecture. Bon, ensuite, ça n'a pas été vrai partout, ça n'a pas été vrai tout le temps, parce que les négociations politiques ont fait que quelquefois, la préfecture n'était pas au centre du département. Oui, je parlais de la Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, la préfecture est à Mâcon. Il suffit de traverser la Saône et on se retrouve dans une autre région et dans un autre département. Donc, voilà les différentes raisons qui m'amènent à m'intéresser plus au département qu'aux régions. Ça m'évoquait quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais ces regroupements intempestifs me font penser, je dirais intempestif, c'est comme ça, mais au regroupement des universités pour avoir le classement de Shanghai, par exemple. Et parfois, on regroupe simplement pour avoir plus de visibilité, mais est-ce que ça a du sens après? C'est déjà beaucoup plus compliqué. En tout cas, ce que vous dites est important parce qu'il y a une question identitaire aussi qui peut avoir du mal à se faire. On est regroupé parce qu'il faut se regrouper. Oui, oui, et on n'a pas trouvé l'aspect identitaire parce que finalement, ce sont des regroupements qui se sont faits, vous le savez, un soir sur un coin de table. Le président avait fait passer le communiqué de presse, mais dans lequel il y avait encore des blancs sur 2 régions. Les régions qui étaient avec notamment M. Hérault, savoir si on glissait à certains départements de la Loire-Atlantique vers la Bretagne ou pas. Donc c'était quand même très compliqué. Bon, ceci étant, chaque fois qu'on réfléchit à des regroupements, c'est compliqué. Il y a toujours des identités différentes. Et même si vous prenez un département, en général, il y a 6 ou 7 identités et terroirs différents. Oui, alors justement, j'allais sur une question, mais je vous en glisse une de plus qui me vient à l'esprit, parce que vous avez commencé par les États-Unis. Donc d'un seul coup, on est déjà parti de France dès le départ. Et je me dis, c'est une passion française, ces débats qui viennent réchauffer les cœurs et s'engueuler les gens parfois, ou est-ce que ce serait finalement quelque chose qu'on retrouverait dans d'autres pays? Non, je crois que la grande différence, vous avez évoqué les États-Unis, c'est est-ce que ce sont des provinces qui se regroupent et qui deviennent un pays, comme on essaie de le faire avec l'Europe, ou est-ce que c'est un pays qui est centralisé, ce qui est bien le cas de la France. Donc on est dans 2 notions très différentes. Il est vrai que l'Allemagne ou l'Italie, elles se constituent au gré d'une guerre et à chaque fois, 1860, 1865, 1870, les États-Unis, même chose, on s'aperçoit que ce sont des moments importants de leur vie, mais c'est des regroupements de différentes provinces. Bon, alors que nous, on avait le contraire, on avait des provinces, on a disloqué. Ouais. Les départements ont failli disparaître, mais les grandes régions les ont fait ressusciter. Mais sans marge financière et avec des missions sociales qui sont parfois lourdes. À votre avis, est-ce que les départements pourront résister longtemps aux grandes agglomérations et aux métropoles?
Alors, le premier point d'abord que vous évoquez, effectivement, les départements ont failli disparaître. M. Hollande et M. Valls l'avaient annoncé. C'était prévu dans un projet de loi. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le rencontrer pour le journal François Hollande, quand on lui a dit « vous avez voulu faire disparaître les départements », évidemment, ça s'appelait Journal des départements, il nous a dit « c'était pas moi, c'est Manuel Valls ». Ah bah oui, c'est pas moi. Et quand j'ai rencontré Manuel Valls, je lui ai dit « mais voilà, François Hollande nous a dit ça ». Il a été très correct et très habile. Il a dit écoutez, c'est pas vraiment un problème entre nous, c'est plutôt une vision que nous avions, mais on a appris à connaître et à découvrir. En réalité, ces départements qui devaient disparaître, ils ont été sauvés lors d'une assemblée de l'Association des départements de France, de l'Assemblée des départements de France, à Pau, ce qui nous a amené dans notre livre à appeler ça un coup de Pau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a dit qu'il fallait sauver les départements. Et vous avez tout à fait raison, les départements sont plus que sauvés grâce aux immenses régions. Parce que nous l'évoquions en parlant de la Creuse ou de la Vienne, quand il faut autant de temps pour aller à la capitale régionale, eh bien on est intéressé à pouvoir avoir une entité qui est plus proche. Et effectivement, les départements ont toutes leurs justifications. D'ailleurs, on l'a vu dans les différentes crises, au moment du Covid, au moment de la crise des Gilets jaunes, on a vu que la notion départementale, pour l'État, comme pour les habitants, était une notion de proximité qui avait un sens. Alors, seconde question, est-ce que les départements vont être amenés à disparaître et quelle est leur relation avec les métropoles ou les grandes agglomérations ? Est-ce qu'ils vont être amenés à disparaître pour des raisons financières? C'est préoccupant. La situation financière est préoccupante. Elle l'est moins qu'on ne le dit parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que les départements disent c'est terrible, on ne va pas arriver à s'en sortir l'année prochaine. Même des années qui ont été des années florissantes comme les 2 ou 3 dernières années, avec ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire les frais de notaire entre nous, qui ont augmenté de façon considérable, à la fois en montant et à la fois en quantité. Mais donc, il est toujours de bonne logique de se plaindre en disant... C'est un thème récurrent, quoi. C'est un thème récurrent. Par contre, ce qui est évident, c'est que le risque, c'est de ne plus avoir d'autonomie fiscale du tout, donc de ne plus pouvoir mener des opérations et d'être de plus en plus sous la coupe de l'État qui a tendance à considérer les collectivités et notamment les départements comme leurs filiales ou comme des gens qui peuvent faire pour eux. Donc ils décident. Je décide tout d'un coup, moi, État, comment va fonctionner le RSA. Et en bas, on est souvent étonné en se disant bon, bah, on va faire ce qu'on peut, quoi. Absolument. Et donc on se retrouve au même niveau que le citoyen lambda, on reçoit les mêmes informations, le département Absolument, il reçoit les mêmes informations, il découvre tout d'un coup qu'on augmente et qu'il va y avoir une prime possible pour les agents. Parce qu'on a envie de dire, c'est comme si les parents s'engueulaient devant les enfants. Absolument. Que madame ou monsieur apprend un truc de l'autre parent, quoi. Absolument, bon. Absolument. Donc il décide. Moi je crois que ça tient à quelque chose qui est complètement politiquement incorrect, ce que je vais dire. Je pense qu'il y a une vraie difficulté qui est liée à la loi anti-cumul, qui fait qu'on avait des gens qui... Alors, la loi anti-cumul, elle a été votée parce que les gens étaient persuadés qu'il y avait un cumul de rémunération. Ce qui était vrai, mais plafonné. Hein, grosso modo, aucun élu ne pouvait gagner plus de 7 200 € par mois. Et pour avoir la paix, on a fait cette loi. Donc voilà, pour avoir la paix, pour être à la mode, comme il fallait être à la mode sur le scrutin présidentiel, parce qu'on nous expliquait que partout, c'était 5 ans. C'est comme faire sauter les contraventions, quoi, c'est bien. Voilà, absolument, absolument. Et donc le vrai inconvénient de ça, c'est que nous avions des personnes qui étaient à la fois au niveau départemental ou au niveau régional et des gens qui étaient à la fois au niveau départemental, maire et élus, députés ou sénateurs. C'est pas inutile ça quand même. Hein. Ah ben on voit bien que la crise des Gilets jaunes fait qu'on avait
une assemblée complètement déconnectée, de gens qui n'avaient pas l'habitude, qui ne sentaient pas ce qui se passait sur le terrain, alors qu'on sentait gronder sur le terrain, sur l'essence, sur le fait qu'on emmerdait les automobilistes. Et ça, ils n'ont pas su le remonter au président de la République, qui lui-même n'a pas vraiment une culture d'élu local. Comme si on avait coupé tous les capteurs et qu'on ne savait pas quelle température il faisait dehors, quoi. Exactement, oui. La dernière fois qu'on a ouvert les volets, il faisait beau, donc certainement qu'il fait beau, quoi. Absolument. Bon. Absolument. Et donc, je pense que, je ne sais plus si je suis en dehors de la question ou pas. Ah oui, vous aviez aussi évoqué, est-ce que les départements vont disparaître pour des raisons financières? Je ne le crois pas. On trouvera toujours une façon de financer. On s'aperçoit que les velléités de dire on va recentraliser telle ou telle compétence font long feu. Je pense que néanmoins, on est dans le cadre d'une recentralisation rampante. Pour la raison que je vous ai donnée, c'est qu'on a un niveau des élus qui a baissé parce qu'il n'y a plus ce cumul. C'est-à-dire qu'avant, on avait un président de département qui était sénateur. Pratique pour lui, parce que sur les bandes du Sénat ou de l'Assemblée, il voyait le mardi ou le mercredi le ministre, il disait « dis pour mon histoire, là, pour mon hôpital ». Là, ils demandent des rendez-vous, ils sont reçus par l'adjoint du directeur de cabinet qui peut les recevoir. Donc on perd un temps fou, on perd en information, on perd en expérience, comme un chef d'entreprise qui vient jamais. Quand il passe du haut au bas de l'échelle, il sait où on en est dans son entreprise. Absolument. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est mon sentiment. Alors, est-ce que, pour le dernier point de votre question, est-ce qu'ils vont être absorbés par ou en concurrence importante avec les métropoles ou les grandes agglomérations? Il y a un sujet. Parce qu'il y a d'autres pays en Europe et qu'on a envie parfois de se caler sur eux, de oui, mener une bataille aussi. Mais ce n'est pas obligatoirement intelligent de vouloir se caler à tout prix sur ce que font les autres. On n'arrête pas de nous rebattre les oreilles sur le nombre de communes en disant c'est affreux, la France a autant de communes que l'ensemble de l'Europe. On a des gars qui sont des bénévoles, parce que quand vous êtes élu municipal d'une commune de 800 habitants, en fait vous êtes bénévole. Et vous allez voir la mère machin, vous allez résoudre le problème, des problèmes intrafamiliaux, etc. C'est encore une belle contradiction à la française, parce que finalement tout le monde est content de ça, tout le monde se plaint de la fin des services publics, mais en même temps on trouve que c'est une honte qu'il y ait trop de communes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'absorption en quelque sorte du département par la métropole, il y a un cas, c'est celui du Rhône, cas qui n'est pas très heureux, qui en réalité a été un espèce d'arrangement entre M. Collomb et M. Mercier. Vous nous parlez beaucoup d'arrangement, signature sur les bouts de table. Oui, c'est angoissant, je trouve. Moi, ça me donne ce sentiment-là où je me dis, finalement, si demain matin, un autre président comme Hollande a envie de rayer un truc, il le raye. Il y a quelque chose comme ça où... Oui, là, ça devient un peu plus compliqué de le faire sans majorité, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est souvent... Vous pourriez vous appeler le journal des anciens départements. Oui. Sur un coup de peau, quoi, vous êtes encore là. Oui, non, mais ça je ne le crois pas, parce que les habitants sont attachés au département. On a vu la bronca lorsqu'on a voulu supprimer complètement les numéros des départements sur les plaques d'immatriculation. Tout le monde avait en mémoire son enfance. Un attachement, tout le monde a sorti sa petite histoire. Mais oui, on se souvient quand on était gosse, papa nous posait la question, c'était quoi la voiture devant? Ah, c'est le 72, c'est la Sarthe. Ah, c'est le 69, c'est le Rhône. Et il y avait un vrai attachement, et il y a un attachement physique, réel au département, me semble-t-il. Bon. Les gens, ils n'habitent pas tellement une région. Hein. C'est vrai. Est-ce qu'on habite la région Centre-Val de Loire? Non. Pas vraiment, on peut habiter l'Indre-et-Loire. Alors, quelquefois, ils arrangent leur nom, hein, parce que l'Indre-et-Loire s'appelle la Touraine, comme dans leur promotion, parce que le Maine-et-Loire s'appelle l'Anjou, parce que tout ça, c'est un peu plus vendeur. Mais il y a un vrai attachement. Justement, on va continuer sur ça. Le découpage en région, donc, ça ne plaît pas à beaucoup de monde. D'ailleurs, je me demande à qui ça plaît. Je me posais la question. Ça n'a pas de sens pour beaucoup de monde. La force des intercommunalités également. Bon, il y a une hypothèse qu'on peut poser. L'Union européenne gagnera en pouvoir sur le pays, finalement, par toutes ces manœuvres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait?
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est-à-dire que par ce découpage et par ces manœuvres finalement politiques, peut-être qu'on affaiblirait quelque chose et que ça permettrait de donner un certain pouvoir de l'Europe sur le fonctionnement français, quoi. Oui, il y a, c'est d'ailleurs très en vogue chez les écolos, l'idée de dire que ça doit être une Europe des régions. Pourquoi? Parce que eux ont des élus au niveau régional. C'est une des faiblesses d'ailleurs du niveau régional aussi, c'est le mode de scrutin qui met en avant des politiciens professionnels, souvent qui ont été battus à d'autres types d'élections et qu'on met sur une liste et qui passent grâce à ça. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont présents réellement. Enfin, maintenant, ils sont présents à l'Assemblée nationale, mais les groupes politiques qui sont forts au niveau régional sont demandeurs d'avoir une Europe des régions et travailler directement entre l'Europe et les régions. Alors, c'est déjà le cas sur un certain nombre de Vous en pensez points. quoi, vous? Si vous pouvez formuler un avis là-dessus. Je ne suis pas sûr d'avoir d'avis. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir d'avis. Je pense que j'ai un avis un peu compliqué sur l'Europe. Je crois qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos, dont ils ne sont pas tellement responsables. On oublie le fait que ce sont les ministres et les présidents qui se retrouvent et qui décident un certain nombre de choses. Et on fait semblant ensuite de dire c'est pas nous, c'est l'Europe. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Oui, ça nous rappelle l'échange avec les deux politiques de tout à l'heure. Une question me vient. On vous tend une feuille, un stylo et on vous dit bah alors, allez-y, vous nous redessinez la France et surtout vous nous redessinez son système, puisque vous êtes le directeur du journal des départements. On va vous laisser nous expliquer comment ce serait le mieux. En fait, la question que je vous pose, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez envie de changer pour améliorer les choses, on va dire, au plus grand nombre? Je ne vous demande pas une réponse démagogique, peut-être une réponse assez pratique, assez concrète, de terrain. Comment on pourra améliorer tout ça, en fait, tout ce fonctionnement? Moi, je suis assez intéressé par le conseiller territorial. Je pense que c'est une bonne idée. C'est finalement une sorte de cumul qui ne dit pas son nom. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il est intéressant. Il est vrai que je vois des absurdités sur des financements qui font qu'on dit, chacun dit, ah ben peut-être vous financez, mais à condition que l'autre finance. La région dit, nous on finance que si la commune ou le département montre son intérêt. Et le département va dire, mais attendez, quand même c'est un projet régional, il faudrait qu'ils mettent des sous et puis on verra en fonction de ça. Donc avoir les mêmes hommes au département ou à la région, ça me semble intéressant. Je pense qu'avec les grands... Oui, les mêmes femmes, attention. Oui. Je pense que, d'ailleurs, les départements, vous l'avez vu, on a le même nombre d'hommes et de femmes. Je pense que... Donc tout va bien. Voilà. Mais ça a changé beaucoup de choses. Je pense que avec les très grandes régions, c'est quand même compliqué de pouvoir remettre le conseiller territorial tel qu'il était prévu à l'époque Sarkozy, en dépit du fait que le président Sarkozy pense qu'on peut le faire. Nous, on l'a rencontré, il nous a dit qu'il pensait qu'on pouvait faire le conseiller territorial, même avec les grandes régions. Moi, à mon avis, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que les départements désignent ou que, comme pour les intercos, que les premiers d'une liste soient ceux qui vont aller siéger à la région. Alors, je ne sais pas exactement comment. Alors, ma baguette magique... Donc le conseiller. Le conseiller. Vous avez encore le droit à 2-3 coups de Le baguette. cumul des mandats. Rétablissement du cumul des mandats. Il faut pouvoir le tenir aussi, le fait de cumuler. C'est peut-être pas si évident. Vous voyez, ça a un intérêt, c'est sûr, on peut le comprendre, mais en même temps, ça demande peut-être une logistique compliquée. Non, parce que le rôle d'un président, moi je l'ai vécu avec Maurice Leroy, il était ministre à l'époque où j'étais DG. Ouais. Je le voyais tous les mercredis, on déjeunait après le Conseil des ministres, ensemble à Paris, il me donnait des instructions, des lignes directrices. Mais un élu, un président, il doit être capable de donner des lignes stratégiques, savoir où on veut aller, mais il n'est pas dans le détail. À l'heure actuelle, on a des présidents, ils n'ont plus que ça à faire, donc ils ouvrent le courrier le matin. Je caricature, mais ils vont regarder des trucs qui ne sont pas de leur niveau. Le niveau d'un président, c'est donner une ambition, donner une ligne, donner
une volonté, affirmer une volonté. D'être un peu le chef d'orchestre et de ne pas partager le pouvoir dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, on peut finalement ne se donner aucune ligne directrice et faire beaucoup de surplace. Il doit donner une ambition et il doit l'incarner et il doit l'imposer, être capable. Je vous le disais la semaine dernière, dans la Vienne, quand René Monroe était président du département, il me le disait, tous les élus, ils étaient là, ils disaient leur histoire du futuroscope, c'est des conneries, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais comme il avait de la poigne, ils n'osaient rien dire. Hein. Bon, on aime bien compter ces histoires, notamment le TGV, tout ça, où à chaque fois on a pris les gens pour des dingues, et puis après coup, ça devient un succès. En fait. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut avoir quelqu'un qui soit capable de tenir et qui soit d'un niveau suffisant. Oui, puis il faut que le système le permette, parce que maintenant, vous avez beau râler, si on ne vous confère pas les pouvoirs d'une certaine manière ou la possibilité, ça ne marcherait peut-être plus. Oui. Ouais. Mais c'est-à-dire que finalement, la société serait peut-être plus en accord avec ce genre de fonctionnement, je ne sais pas. Ce coup de baguette magique, vous en auriez un troisième peut-être à proposer, parce qu'il y a le cumul. Oui, il y a le cumul, le conseiller territorial, et puis le retour à des impôts qui dépendent vraiment des collectivités qui les votent. À l'heure actuelle, on déresponsabilise, mais ça c'est de plus en plus la mode d'ailleurs, mais on déresponsabilise. Et donc on vous verse des sous qui sont des allocations versées par l'État, et vous devez faire avec. Mais c'est la vraie responsabilité, c'est celle que les élus doivent avoir devant le peuple. Je fais des choix, ces choix ont un coût. Hein. Bon, c'est Madame Hidalgo augmente les impôts de 56 plus les 7,2%. C'est un choix. Oui. Elle a fait ce choix-là. Alors elle va expliquer ceci ou cela, mais enfin c'est un choix politique. Elle peut dire c'est de la faute de l'État, mais enfin toutes les communes peuvent le dire dans ce cas-là. Hein. Elle a fait un choix politique. Et, ce choix, il faut regarder si c'est utile ou pas, mais au moins elle sera jugée sur un choix politique. Hein. Parce que si les impôts augmentent de façon importante, mais qu'il y a des réalisations, qu'il y a des investissements, que ça permet de dynamiser la collectivité, qu'il y a des policiers municipaux, etc., bon, c'est parfaitement acceptable. Mais on doit être jugé sur ce que l'on fait et donc sur ce que l'on vote et ce que l'on peut décider. J'entends, mais je me dis que c'est toujours un peu délicat parce que tout le monde a la critique facile et je ne sais pas si on arrive à avoir une vraie visibilité sur combien on a été investi, dans quel poste et précisément, si ça a du sens. Alors c'est un autre point effectivement, qui est, c'est peut-être un quatrième coup de baguette magique. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on cherche à faire. Le vrai sujet à l'heure actuelle que l'on a, c'est la déconnexion avec le peuple, le fait que les gens ne votent plus, s'abstiennent. Et je crois que pour les élections locales, ils s'abstiennent beaucoup parce qu'ils ne savent pas qui fait quoi. Le coup des trottinettes, vous êtes au courant? Oui. Enfin, c'est vous qui allez me vérifier l'information. Apparemment, on a eu un pourcentage infime de Parisiens qui ont voté contre les trottinettes un dimanche. Oui, bien sûr. Et de ce que j'ai entendu, peut-être une mauvaise langue à la radio, c'est les petits vieux, comme on dit, qui sont allés voter. Bien sûr. Et ça devait être 1% de Parisiens ou 1,5%, et donc on a voté qu'il n'y avait plus de trottinettes à Paris. Bien sûr. Et les gens découvrent ça, mais ça a été démocratiquement mis sur la table. Et entre guillemets, personne n'a participé, ça arrangeait bien tout le monde. Ça, c'est quand même particulier aussi. Oui, tout à fait. Moi, je suis très content parce que je circule à bicyclette à Paris. Donc... Ouais, d'accord. Je suis content de ne plus avoir de trottinette. Mais c'est comme une façon drôle de dire, finalement, les gens ont voté. Bah oui, c'est vrai. Sauf qu'à un certain pourcentage, c'est plus très représentatif. C'est vrai. Puisqu'en même temps, vous êtes celui qui fait la publicité pour inciter les gens à voter. Si vous ne faites pas la publicité, on pourrait dire que vous ne nous avez pas prévenu avec le petit astérix en bas de la page. Oui, tout à fait. Mais c'est un peu, effectivement, le vrai vote, c'est celui quand on décide ou pas de l'élu. Mais, parce que normalement, l'élu, il est désigné pour décider. Il est élu pour décider. Mais on a un vrai problème d'abstention. Bah oui. Et cette abstention, je crois, tient au fait qu'on ne sait pas ce que fait chaque collectivité. Je vais vous prendre un exemple. Un sujet qui concerne au premier chef nos concitoyens.
c'est celui de la santé et de la démographie médicale, même en Seine-et-Marne. Ah bah surtout. Où il y a un vrai problème, ce qui ne paraît pas évident. On se dit, si, je peux on vous se dire, dit dans la couronne parisienne. La moitié des médecins d'une commune dans laquelle je travaille sont partis, et donc on peine à en retrouver d'autres, ça c'est clair. Et vous vous dites, mais je vais aller râler, hein, c'est pas normal. Parce que c'est mon sujet numéro un. La médecine, ne plus avoir de médecins, ne plus avoir de généralistes, c'est terrible et en plus on n'arrive pas bien à comprendre. Donc on va voir le maire. On lui dit, mais tu fais quoi là pour le médecin? Mais elle dit, bah, on va essayer de faire un truc quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est pas possible. Alors il s'adresse au département qui dit, ah bah oui. C'est un grand sujet les médecins, hein, parce que j'en ai entendu moi des maisons médicales s'ouvrir avec pas de médecins dedans. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on crée des maisons médicales pour faire semblant de faire quelque chose. C'est ça, parce qu'après on nous dit, ah bah ils veulent pas venir. Et voilà. Terminé. Et donc ce qu'on a fait, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, mais on veut avoir l'air de quand même le faire, parce qu'on se fait interpeller par les habitants, et on ne sait pas qui est vraiment responsable. Et puis quand le bâtiment s'érige, d'un seul coup, il y a une espèce de liesse populaire, on se dit, ça y est, enfin on est très content, on va pouvoir ils arrivent, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, bien sûr. J'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui me disait, tu as la cage, mais tu n'as pas l'oiseau. Et c'est sûr que c'est intéressant, mais sans le zozio, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et donc c'est une responsabilité qui est purement celle de l'État, hein, en termes de compétences. Mais chacun s'en empare d'un petit bout parce qu'il faut arriver à essayer de s'en sortir. Alors on essaye de trouver des solutions, alors que évidemment c'est une loi ou c'était une disposition d'État qui doit se mettre en place. Et donc quand on ne sait pas qui s'occupe de quoi, pourquoi voter? Ben oui. Hein? Comment voulez-vous que les habitants comprennent que leur collège, ça dépend du département, l'école primaire de la commune et le lycée de la région? C'est incompréhensible et illisible. Donc, si je ne comprends pas, je ne vote pas. C'est ça. On se sent en dehors, quoi. On se dit voilà. C'est trop compliqué. C'est leur truc, c'est leur petite magouille entre eux. Ça ne m'intéresse pas. Bon. Alors, vous accompagnez les élus dans leur réflexion stratégique. Et avec les années, j'aimerais savoir comment vous voyez l'évolution de leur position à ces élus. Est-ce qu'être élu en 2023, c'est en fait quelque chose d'intemporel? Est-ce qu'il y a des particularités? Comment, depuis quelques années, vous voyez l'évolution de la position des élus, en fait? On parlait de la question de la culture et peut-être la peur de positionner des grands plans stratégiques, je ne sais pas. Oui, alors, d'abord, on a des élus... Est-ce que c'était mieux avant, déjà? Entre vous et moi, parce que c'est toujours mieux avant, on est bien d'accord. d'accord. Je ne sais pas quand est le avant. Ouais. Ce qui est certain, c'est que le niveau moyen baisse, moi j'ai le sentiment, parce que... C'est ce qu'on se dit toujours, mais qui les forme? Non, c'est pas tellement cette question de formation, c'est qu'il y avait des gens qui avaient un certain niveau, ils préfèrent aller dans le privé, qui gagnent du fric. C'est autre chose, ça. Hein? Et que les élus sont très mal payés. Vous voyez le maire d'Orléans, vous savez combien il gagne? Non. Dans les 4 000 €. Ouais. Quand on a une responsabilité... Je pense qu'il finit pas à 16h30 pour allumer le téléphone à 9h. Bien sûr. Et une responsabilité avec pouvoir être traîné devant les tribunaux tous les jours, la gestion de personnel qui n'est pas rien quand même. Toute la semaine et les week-ends, où les week-ends, il faut assister aux foires au vin et aux trucs. On a des élus. Alors évidemment, on ne peut pas le dire. Ouais. Parce que dès qu'on dit ça, on se fait injurier sur le thème, vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce que c'est que la vie du SMIC, vous ne connaissez pas les choses, c'est pas normal, ils sont payés avec nos impôts, donc il ne faut pas que ça dépasse, c'est extravagant. On n'a qu'à faire une grève du maire, en fait, pendant une semaine, on verra ce qui va se passer. Non, mais c'est terrible, en fait. Ouais. Ah oui. Parce que ça aura un effet systémique important, quand même. Oui, personne n'y a encore jamais pensé. Écoutez, on va lancer un mouvement, ça. Mais donc, on a 4 000 €. Vous avez des gens qui veulent du coup aller voir ailleurs. Hein. Ouais. Et dans d'autres pays, on a réussi à capter et à garder les gens, en fait, tout de même. Oui, mais je pense qu'on les paye mieux. Mais c'est la question de la police, la question de tous ces corps de métier qui finalement partent dans le privé, en fait. Oui, avec en plus des systèmes qui sont des carcans terribles. Qui font qu'on est obligé de payer tout le monde pareil
suivant les endroits. J'ai travaillé pas mal avec la ville d'Argenteuil. Le maire d'Argenteuil, c'est pas le même niveau de vie pourtant. Le maire d'Argenteuil, il n'arrivait pas à recruter des policiers. Ah ouais? Les gars, ils préféraient aller à Neuilly. Et c'est pas par snobisme. C'est que c'est plus simple de travailler à Neuilly qu'à Argenteuil, quand on est policier municipal. Vous feriez un salaire peut-être variable. Et comme on est payé la même chose, oui, et je pense que c'est encore une fois complètement iconoclaste, mais je pense aussi qu'il faut être capable de se séparer de gens qui ne travaillent pas suffisamment. Alors c'est vrai dans le privé aussi. Mais dans le public, c'est plus compliqué. Dans le public, comment on manage quand dans le public, on n'arrive pas à le faire. Et pourtant, à mon sens, il y a à peu près 20%, 20 à 25% de gens dont on pourrait se séparer, qui en plus donnent un très mauvais exemple, parce qu'ils ont la même promotion que ceux qui bossent comme des fous, et qu'ils ont même la même rémunération. Donc, si on avait la possibilité, mais pour se séparer de quelqu'un dans le public, il faut qu'il ait tué, si possible, père et mère, et devant du public. Filmé, c'est possible, avec l'huissier qui constate. Absolument. C'est compliqué. Alors, on a fait le tour de la question par rapport aux élus. Il y aura quelque chose d'autre à ajouter, selon vous? Est-ce qu'on peut bien y faire, finalement? Parce que je me dis que vous les accompagnez. Je les accompagne. Une fois que finalement on s'est dit le niveau est un peu compliqué. Non, ça c'est pas une réponse. Vous avez raison que c'est pas une réponse suffisante. Il est vrai que le système tel qu'il est, mais ça doit être partout pareil, fait qu'on a un raisonnement à court terme. Ouais. C'est-à-dire que le raisonnement, il est la fin du mandat. Toujours. Sachant qu'en général, on inaugure les réalisations lancées par son prédécesseur et que c'est son successeur qui va inaugurer les réalisations qu'on a lancées. Il récolte les lauriers, ils se font engueuler. C'est un peu frustrant. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que les vrais projets qu'ont les collectivités, les élus, c'est un terme qui n'est pas suffisamment lointain. Alors, il y en a qui ont une démarche, oui, je parlais d'Argenteuil, c'est vrai que le maire, il y a une démarche à long terme de faire évoluer la population qui est à Argenteuil. Comment le faire? On ne peut le faire que s'il y a des écoles qui peuvent attirer des parents de jeunes enfants, etc. Donc, il y a une volonté et ensuite il y a une façon de le décliner. Mais c'est relativement rare parce que l'idée est souvent comment je vais être élu. C'est pas désespérant à tout. Non, c'est pas désespérant, mais en fait, vous étiez en train de nous parler de l'exemple de quelqu'un qui a l'envie. Oui. Donc on est tombé, entre guillemets, sur la bonne personne et c'est super. Mais très naïvement, en fait, je me disais qu'il serait peut-être intéressant qu'il y ait des engagements à long terme, ou je dirais presque intemporels, sur lesquels le prochain élu devra forcément œuvrer, pour lesquels il devra œuvrer. Ça pourrait être intéressant finalement que ça ne tienne pas à la volonté de quelqu'un qui pourrait déconstruire tout ce qui a été fait. Mais la question, elle va jusqu'au niveau politique, même présidentiel. C'est-à-dire qu'on construit un truc et puis après on déconstruit tout parce qu'on change de président et on se dit c'est dommage parce que, et c'est la fameuse question, on parle toujours de De Gaulle et de sa fameuse vision, oui, avec les 20 à 30 ans devant, mais alors finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas concrètement à mettre ça en place? C'est une question que moi je me pose régulièrement. Non, en disant que si ça change de braquet chaque fois qu'on change de conducteur, on ne va jamais réussir à arriver à destination. En fait. Il est exact que des visions qui ont été importantes, comme le nucléaire, comme vous évoquez le TGV, comme un certain nombre de choses comme ça, elles doivent être sur la distance et que c'est embêtant qu'il y ait un président qui puisse défaire ce qui a été fait en la matière. On pourrait voter pour une idée et puis après se calerait une personne qui serait garante de la mise en application. Il y a quand même des plans pluriannuels qui sont votés, qui sont au-delà des échéances en matière de, par exemple, d'armée. On vient de voir que c'est passé en matière de défense, qu'il y a quelque chose qui couvre 20 ans. Parce que c'est vrai que quand on lance la fabrication d'un... C'est pas 6 mois. Voilà. Pour n'importe quel produit dans l'armée. D'un sous-marin ou d'un porte-avions, c'est une affaire qui est dizaines d'années. Exactement. Alors, les collectivités territoriales ont assez peu ça parce qu'elles ont vraiment une annualité budgétaire et qu'il est difficile, et c'est normal, il est difficile d'engager son successeur sur quelque chose, sur un projet qui ne sera pas le sien. Je veux dire, sinon, c'est un déni de démocratie. J'entends bien.
J'aurais bien des choses à ajouter par rapport à cela, mais je vais aller directement sur la dernière question, parce que là, d'un seul coup, j'ai envie de vous entendre sur ça. Olivier de Bravois, pour vous, selon vous, où va le monde alors? Ah oui. Comme dirait De Gaulle, vaste sujet. Mais je ne sais pas répondre à cette question-là. J'y réfléchis, mais je ne sais pas y répondre. J'ai vu que vous aviez des réponses. C'est d'ailleurs votre métier. C'est votre métier d'ailleurs. J'ai pensé seulement à un truc. En voyant ça, je me suis dit, l'informatique, Internet ont transformé notre vie. Est-ce que l'intelligence artificielle va la transformer? Alors j'ai posé la question à ChatGPT, où va le monde? Exactement. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Et voilà ce qu'il me dit. Le destin du monde est un sujet complexe. Il est influencé par de nombreux facteurs, notamment la politique, l'économie, la technologie et l'environnement. Actuellement, nous faisons face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, les inégalités économiques, les conflits internationaux, les avancées technologiques rapides. Le changement climatique est l'un des problèmes les plus pressants. Les gouvernements et les entreprises doivent collaborer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer des sources d'énergie propres pour éviter les catastrophes environnementales majeures. Les inégalités économiques persistent avec une répartition inégale des richesses à l'échelle mondiale. Les efforts visant à réduire la pauvreté et à promouvoir l'éducation sont essentiels pour créer un monde plus équitable. Les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et la biotechnologie offrent des opportunités incroyables, mais posent également des questions éthiques et de sécurité. La régulation et la responsabilité sont cruciales. Enfin, les conflits internationaux continuent d'exister. La diplomatie et la coopération internationale sont nécessaires pour résoudre ces différends et maintenir la paix. En résumé, le monde fait face à des défis complexes et interconnectés. Notre avenir dépendra de notre capacité à collaborer, à innover et à prendre des décisions éclairées pour un monde plus durable, équitable et pacifique. Vous vous rendez compte comme c'est creux? C'est donc votre réponse? C'est complètement creux. Ça veut dire que si on interroge l'intelligence artificielle, on a un truc à la en même temps. Vous avez remarqué, hein, c'est ceci, puis cela, puis ceci et cela, mais parfaitement politiquement correct. C'est exactement ce que j'allais dire. Or, on est complètement dans le politiquement correct de plus en plus. Les humoristes vous disent que ce qu'ils écrivaient il y a 10 ans, ils ne peuvent plus le prononcer. Et il faut que tout le monde pense pareil et qu'on soit à l'image de Miss France. Et on dit qu'on s'aime et que tout est merveilleux et qu'effectivement, il y a de la pauvreté dans certains endroits et qu'il faudra peut-être quand même essayer de faire ce qu'il faut pour changer ça. Alors, je n'ai pas de réponse. Olivier de Bravois, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.